Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est la matinale du monde du chiffre. Au programme de cette matinale, on va parler de BDO France, entreprise à mission. Quel bilan un an après? On évoquera également le guichet unique dématérialisé. Et enfin, comment réussir ses déclarations CUFPA. On débute tout de suite cette émission avec Arnaud Naudan, président de BDO France, pour parler de BDO France, entreprise à mission. Quel bilan un an après? Arnaud Naudan, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous rappeler l'origine de la démarche de devenir entreprise à mission? Tout d'abord, la qualité de société à mission reflète parfaitement notre pensée chez BDO France. On pense effectivement que les entreprises sont pas qu'un objet économique et ont une dimension sociétale qui est bien plus large. On pense aussi que pour relever le défi climatique, pour réduire les inégalités sociales, pour contribuer à une société plus inclusive, plus éthique, plus responsable, les entreprises doivent s'engager. Et d'ailleurs, ça se reflète dans notre nouvelle signature de marque, passionnément engagée. Comment ça se traduit dans l'entreprise? Je pense que ce qu'on souhaite avant tout, c'est avoir de l'impact. On pense que l'impact pour les entreprises, c'est un levier de performance incroyable et c'est d'ailleurs une condition de survie des entreprises à terme. L'impact, c'est fait pour mieux fidéliser les collaborateurs en interne. Ça aide à mieux recruter, c'est quand même une attente très forte des jeunes générations aujourd'hui. Et puis c'est un levier de rentabilité énorme avec des consommateurs qui sont de plus en plus soucieux de connaître les engagements des entreprises. Donc pour nous, notre volonté, c'est de décliner opérationnellement la raison d'être qu'on s'est donnée dans des objectifs pour avoir le plus d'impact dans nos missions. Quels sont vos objectifs ? Alors on a mis 5 objectifs dans nos statuts qui passent, je pense le plus important tourné vers l'externe, c'est de favoriser des pratiques responsables chez nos clients. On a un rôle à jouer auprès de nos clients qui nous font confiance sur l'ensemble de nos métiers, donc pour les aider à aborder leur transition et adopter ces pratiques plus responsables, plus éthiques et plus inclusives. Ça passe sur un volet interne, sur un environnement de travail. On a mis 3 objectifs réellement tournés vers nos collaborateurs, sur la santé mentale de nos collaborateurs, leur santé physique. Donc ça nous amène à mener des réflexions sur l'organisation du travail, le temps de travail. On a des objectifs également sur l'insertion dans nos territoires. On a aujourd'hui 45 bureaux en France, on tient beaucoup à cet aspect international, mais également local. Donc toute une batterie de mesures qui nous amènent à décliner cette mission aujourd'hui dans l'ensemble de nos métiers. Alors aujourd'hui, ça fait un an que vous êtes une entreprise à mission. Quel bilan faites-vous ? Alors on n'a qu'un an de recul, donc ce que j'observe moi aujourd'hui, c'est ça engage une transformation complète de l'entreprise. Comme je disais, le premier objectif qu'on s'est donné, de favoriser des pratiques responsables chez nos clients, ça nous amène typiquement à développer de nouvelles offres qu'on n'avait pas aujourd'hui dans l'entreprise. Donc pour vous donner un exemple, on propose maintenant des bilans carbone à nos clients, donc qui étaient quand même assez éloignés de ce qu'on faisait jusqu'à aujourd'hui. Donc on mène une réflexion stratégique sur quelles sont les offres qu'on doit développer demain pour nous permettre d'atteindre nos objectifs de mission. On a aussi répondu à une attente des jeunes générations. On voit que dans nos entretiens de recrutement, dans nos relations avec les écoles, on a donné un sens, on a renforcé l'attractivité de nos métiers. Ils sont sensibles à ce discours ? Extrêmement sensibles, oui. Je pense qu'il faut pas se le cacher. Nos métiers d'audit, de conseil, d'expertise comptable, de juridique et fiscale ont perdu en attrait par rapport à ce qu'on pouvait connaître il y a une vingtaine d'années. Notre rôle et notre mission aussi, c'est d'affirmer le caractère essentiel de ces métiers pour, je dirais, l'économie et la société dans son ensemble, et de donner du sens aux jeunes collaborateurs. Donc typiquement, on le voit aujourd'hui très concrètement dans le message et les discussions qu'on a avec nos candidats ou même avec nos collaborateurs en interne, à quel point c'est un dispositif qui est positif et qui permet réellement d'engager l'ensemble de l'entreprise autour de cette mission et de ce sens commun. Pour terminer, quelles sont les perspectives pour les années futures ? Alors les perspectives de BDO France, on décline notre plan stratégique qui est un projet de croissance. Je l'ai dit en prenant mes fonctions il y a 2 ans, on souhaite faire de BDO France l'acteur leader de l'audit et du conseil sur ce segment PME-ETI, donc sur le mid-market. Donc on a des projets de croissance, notamment des croissances externes. Je pense que je serai amené à annoncer de belles opérations dans les prochains mois. Et puis on va continuer à décliner cette mission, continuer de s'engager, à contribuer plus largement sur les problématiques qui nous sont chères, sur le futur du travail par exemple, sur la diversité et sur la transition des entreprises qui nous semble réellement une urgence. Contribuer à notre façon à une prise de conscience que l'on observe mais sur lesquelles on a encore beaucoup à faire. Bon, on voit plein de leviers de développement pour BDO France. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous.
Vous êtes toujours sur Décideur TV, on poursuit cette matinale, on va parler du guichet unique dématérialisé avec mon invité François Lamy, directeur du bureau de Paris de Sadek Akilis, également directeur juridique du groupe. François Lamy, bonjour. Bonjour. Alors de quoi s'agit-il ce fameux guichet unique dématérialisé? Alors, la loi Pacte, qui a été publiée en 2019, a décidé de mettre toutes les formalités, imposer aux entreprises de faire toutes leurs formalités juridiques par le biais du guichet unique dématérialisé. C'est quoi l'objectif? C'est de remplacer les centres de formalité des entreprises qui existaient, gérés par chaque branche professionnelle, les artisans, les professions libérales et les commerçants, soit par le greffe du tribunal de commerce, soit par la chambre des métiers. Et ces centres de formalité enregistraient les formalités des entreprises de dissolution, création, immatriculation, voilà, et toute formalité juridique. L'idée, c'est de créer un grand portail qui rassemble, qui permet de faire toutes L'idée, ces c'est de formalités. centraliser, avec l'INPI, un nouveau registre national des entreprises qui remplace les registres des greffes des tribunaux de commerce. Alors, on avait des greffes de tribunaux de commerce, des registres. On avait 6 registres, 6 CFE, centres de formalité des entreprises, et maintenant on aura une entrée unique par le biais de l'INPI et ce registre national des entreprises. Voilà. Quel est le rôle des experts comptables sur ce guichet unique? Nous, Sadek Akilis, au travers de nos 18 bureaux et de nos 20 collaborateurs juridiques, nous accompagnons nos clients en complément de notre mission d'expertise comptable. Donc, nous accompagnons nos 7000 clients pour réaliser leurs formalités juridiques. Toutes celles que j'ai citées, voilà, nous les faisons, nous les réalisons pour leur compte. Ça représente à peu près 10 000 formalités par an. Donc les clients font appel à nous pour publier leur transfert de sièges sociaux, changement de mandataire ou autres formalités nécessaires à la vie de leur entreprise. Et alors, ce guichet a connu un certain nombre de problèmes, hein, la profession est notamment montée au créneau. Comment faire dans ce cas-là? Est-ce qu'il faut faire le relais auprès de la plateforme? Comment vous faites en sorte pour pallier à cette situation inédite qu'on a connue et on espère qu'on ne retrouvera pas? Alors, c'est pire que ce que vous dites, parce qu'on le vit toujours. C'est les difficultés du démarrage 1er janvier. Alors, la loi Pacte, c'est 2019, elle prévoit qu'au 1er janvier 2023, toutes les formalités se feront de façon numérique. Bon, c'est prévision de la loi. Et prévoit que ça passera par l'INPI. Sauf que l'INPI n'est pas prêt. L'INPI ne sait pas absorber les formalités qui étaient faites dans les différents centres de formalité des entreprises. Alors, que faire dans cette situation? La loi, avec précaution, avait prévu un conseil stratégique, mais il a prévu le 14 décembre pour une mise en place le 1er janvier. Conseil stratégique qui devait suivre l'évolution de la situation antérieure vers la situation future auprès de l'INPI. Ce conseil stratégique a mis 4 semaines à se réunir au mois de janvier pour décider d'une procédure d'urgence. Procédure d'urgence? Alors, une première procédure d'urgence, je vais préciser, une première procédure d'urgence a été mise en place dès le 28 décembre. Parce que les instances se sont rendues compte et ont prévenu les autorités de tutelle que ça ne marchait pas et que ça n'allait pas fonctionner. La réalité, c'est que ça n'a pas fonctionné. Donc, première procédure d'urgence, on retournait à un guichet unique d'entreprise et qui a été incapable d'absorber le volume de formalités à faire. Donc, le 26 janvier, le Conseil stratégique se réunit à nouveau et décide de passer à la phase 2 de la procédure d'urgence, qui est le retour au centre de formalité des entreprises. Sauf que la loi prévoit que tout doit être dématérialisé. Et centre de formalité des entreprises, il faisait aussi sans dématérialisation. On revient à une situation antérieure qu'on ne connaissait plus depuis de nombreuses années. On envoie du papier. C'est quand même fou. C'est incroyable, incroyable. Et alors, qu'est-ce qu'on peut espérer? Pas plus tard qu'hier, on avait des réunions avec les représentants de l'INPI. Ça ne marche pas, ils ne savent pas dire quand ça va remarcher. 2 points sont importants. Le premier à noter, je vous ai dit qu'on faisait à peu près 10 000 formalités par an, ça fait à peu près 1000 formalités par mois. En statistique du guichet des entreprises, on a fait 30% de formalités par rapport à janvier de l'année dernière. Donc il y avait 70% des formalités qui ne se sont pas faites. On bloque la vie des entreprises, la vie économique des entreprises. Je vais vous donner un exemple. Une entreprise qui crée un établissement, un restaurant, un magasin, qui embauche du personnel, 50, 60 personnes.
comme son établissement n'est pas immatriculé, il ne peut pas déclarer son personnel à l'URSSAF, il ne peut pas payer les charges sociales. C'est-à-dire que si un collaborateur tombe malade, il ne va pas être payé par la sécurité sociale. Donc il y a des vraies implications Il y a derrière. des vraies implications. Je vais vous donner un deuxième exemple. Un entrepreneur individuel qui décide de prendre sa retraite ne peut pas dissoudre son entreprise. Comme il ne peut pas dissoudre son entreprise, il continue à payer les charges sociales, ce qui est souvent la raison pour laquelle il arrête, c'est que les charges sociales sont trop lourdes. Et deux, il risque de ne pas avoir droit à sa retraite, parce qu'il n'a pas clôturé son activité. On voit que ça crée de nombreuses complications. Ça crée de très nombreuses complications. Dans nos cabinets, on subit la colère de nos clients qui ne comprennent pas et qui n'arrivent pas à entendre que le gouvernement s'est laissé déborder par une situation qui était prévisible. Et donc, ils viennent à mettre en doute nos capacités à traiter leurs dossiers. Donc, des préjudices à tous les niveaux. Et c'est une situation où vraiment, nos instances sont sur le pont pour pousser nos interlocuteurs à régler ce problème. Une solution possible pour régler ce problème, qui aurait pu être possible pour régler ce problème, c'est de revenir et de se dire, bon, on se donne 6 mois de plus. On revient à l'état antérieur. On revient à l'état antérieur et on continue. Parce qu'on avait un système parfaitement huilé qui fonctionnait à merveille. Oui, sauf que la loi a dit non. Enfin, la loi ne le prévoit pas. Et comme la loi ne le prévoit pas, on ne peut pas le faire. Bon, eh bien, dossier à suivre en espérant qu'on va vite trouver une solution parce qu'on a bien compris qu'il y a des problèmes à tous les étages, comme disait l'autre. Effectivement. Merci d'être passé sur notre plateau. Je vous en prie, merci à vous. Vous êtes toujours sur Décideur TV, on poursuit cette matinale. Comment réussir ses déclarations CUFPA? On en parle avec mon invité, Gauthier Devoucou, cofondateur du guide de la taxe d'apprentissage. Gauthier, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, quel est le nouveau cadre des déclarations CUFPA? Alors oui, alors c'est une très bonne question. À partir en fait du 5 septembre 2018, on a une nouvelle loi qui était censée réformer, donc c'est pour choisir son avenir professionnel. Et cette loi était censée réformer et simplifier donc du coup toutes les déclarations CUFPA. Sauf qu'elle a été repoussée plusieurs fois aux demandes des URSSAF et également à cause de la crise. Et on est en pleine année où son application a enfin lieu pour les déclarations des taxes d'apprentissage qu'on appelle plus communément la CUFPA maintenant. Donc, le nouveau cadre, il inspire à dématérialiser ou en tout cas à simplifier les déclarations et de faire des prélèvements automatiques via la DSN. Donc, du coup, le problème, c'est qu'on est en phase de transition et tout n'est pas simplifié, tout n'est pas automatisé, donc pas prélevé par la DSN, sur la DSN par l'URSSAF. Alors, simplifier les déclarations, c'est ce que vous proposez avec votre guide de la taxe apprentissage, un logiciel à destination des experts comptables, effectuer ces déclarations en quelques clics. Expliquez-nous. Alors oui, tout à fait. En fait, nous, on a depuis 2019, en fait, on permet de faire les déclarations très simplement via notre logiciel. Donc, en important les DSN, on est en mesure de générer tous les bordereaux. Donc, cette année, on se concentre essentiellement sur les déclarations complémentaires, celles qui ne sont pas prises automatisées via la DSN. Quelles déclarations? Alors, ça concerne les conventionnels, le paritarisme et le dialogue social. Tout le reste, tout ce qui est CSA, CFP, CPF, CDD et part principale et solde de la taxe apprentissage sont, eux, prélevés automatiquement sur la DSN. Comment ça marche concrètement? Alors concrètement, l'expert comptable vient sur notre logiciel, il s'inscrit bien sûr, c'est un logiciel ouvert, donc tout le monde peut y accéder, et il importe ses DSN de chacun de ses dossiers, et après, à partir de là, notre algorithme va faire les calculs, il va aller chercher les informations essentielles et uniquement les informations essentielles, donc il ne va pas sauvegarder le reste, et il va générer des bordereaux avec bien sûr les organismes, les montants, les calculs, et une possibilité de règlement soit par chèque, soit par virement. Quelles sont les perspectives d'évolution de votre solution? Alors les perspectives, comme en fait on s'adapte année après année suite à cette réforme qui s'applique lentement, on a créé un nouveau service qui nous permet donc du coup de déléguer le fléchage du solde sur la plateforme Soltea. Donc tous nos utilisateurs profitent gratuitement de ce service et nous on va le faire à leur place sur Soltea. Donc c'est un vrai gain de temps pour eux. La deuxième perspective aussi, c'est donc du coup la création d'une marque un peu plus grande qui s'appelle Comptable et qui va en son sein mettre plusieurs services à destination des cabinets comptables. Et Quel type
types de services? Alors le premier, on reste sur le guide de la taxe apprentissage, c'est notre service phare. Le reste, ça va être essentiellement tout ce qu'on rencontre dans les cabinets, des problèmes de recrutement par exemple. Ça peut être également des problèmes liés à la sécurisation des données, comme un coffre-fort numérique. On a également des partenaires de visibilité en ligne qui permettent à nos partenaires d'être plus visibles en digital et de trouver de nouveaux clients. Et voilà, après on en aura plein de nouveaux services. Mais voilà, essentiellement du recrutement, du gain de productivité. Et voilà, à peu près. Après, toutes les autres problématiques seront plus ou moins implémentées petit à petit au fur et à mesure des mois. C'est quel type de cabinet qui s'adresse à vous? Alors, on a vraiment tous les types de cabinets. On a vraiment des cabinets qui font partie de grands groupes. Et on a également des plus petits cabinets à taille humaine. Et toutes nos solutions sont bien sûr accessible, quelle que soit la taille du cabinet et quelle que soit la taille du portefeuille également. On va conclure là-dessus. Merci Gauthier d'être venu sur le plateau de la matinale. Je vous en prie, merci beaucoup Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de la matinale.